Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, terre légion remplie de vaillance, relever ta dignité. Terre qui sert Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Viens citoyen de tes jours, nous faire si nous avons dans la paix, la journée, la liberté, notre devoir se doit de l'espérance, promise, la humanité, encore unis dans la voie du ciel, la bâtisse, la paix, Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité et merci de nous faire confiance. Nous sommes en date du 11 décembre 2025 et merci de nous faire confiance et merci d'être présents. C'est la voix du militant et comme vous le savez, dès que nous ouvrons cette session, nous demandons à ceux qui voudraient bien prendre la parole de se présenter. Et le temps étant très limité, tous ceux et toutes celles qui veulent la parole, nous vous demandons dans les minutes qui suivent, avec beaucoup d'humilité, de vous signaler dès que possible. Sinon, au cas contraire, on sera vraiment obligé de fermer l'émission parce que c'est beaucoup d'efforts que nous faisons pour être capable de présenter ces émissions. Et si les gens tardent, nous ne pourrons pas les prendre. Et donc, vraiment, dans peut-être 1 ou 2 minutes, si nous n'avons personne, on sera obligé de fermer l'émission directement. Parce que on est tenu aussi par d'autres obligations qui font que on ne peut pas perdre du temps. Et donc, c'est seulement dans les 2 ou 3 minutes qui suivent et qui sont en ce moment que ceux qui se présenteront pourraient les prendre. Et donc, le temps que les premières personnes se présentent, et on ne prendra sincèrement que ceux qui se présentent dans le temps. Comme je l'ai dit, on doit aller chercher le pain quotidien. Et malheureusement, on est frappé par une mauvaise nouvelle, les EPV. On a notre mère, épouse, sœur, Marion Savané qui a perdu sa maman à Abidjan. Et donc, on va appliquer nos habitudes. Et je crois qu'on se comprend déjà. Mais bien avant cela, il est important qu'en tant que des humains, nous puissions faire toutes les prières qui accompagnent les morts. Et donc nous prions pour le repos de l'âme de notre mère, que Dieu lui accorde toute sa clémence et que sa traversée lui soit une bénédiction. Et à notre sœur et notre mère, Marion Savané, nous lui présentons toutes nos condoléances et nous lui demandons d'accepter cette volonté qui s'impose à tout le monde avec beaucoup d'humilité, d'accepter cette situation et de surtout prier pour le repos de l'âme de notre mère. Et à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité, dans un premier temps, nous demandons les prières des uns des autres. Et aussi tout l'accompagnement qui va avec, parce que Marion Savané, c'est une élève de la classe très déterminée et très engagée. Et c'est en ces situations aussi qu'il faut que nous démontrions que nous sommes fiers d'elle et des actes qu'elle pose pour lui montrer tout notre soutien. Et vraiment merci à chacun et à chacune. Et que la grâce de Dieu demeure en chaque personne. Et donc après cela, donc, on va donc demander à tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient se présenter. Il va falloir que vous le fassiez rapidement pour ne pas que nous perdions en temps. Je vois déjà notre mère Djeneba qui s'est présentée, ce qui est une bonne chose. Et
Et donc, on va attendre toujours 1 minute de plus. S'il n'y a absolument personne, on va donc directement laisser la parole à notre mère. Et comme je l'ai dit, après donc elle, on ne pourra pas prendre quelqu'un d'autre. Et donc, merci à tous ceux qui nous suivent. Et que la grâce de Dieu nous couvre tous. Donc, pour les législatives de 2025, la CEI annonce déjà que les documents électoraux peuvent être retirés à partir du 15 décembre 2025. Et on avait aussi vu certains qui se plaisaient à dire et à annoncer le décès du général Chérif Ousmane. Mais hier, tout le monde a pu le voir vivant. Je crois que cela met fin à toutes les rumeurs fantaisistes. Et donc, la vie continue et que les charlatans et ceux qui prospèrent de la mort puissent continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Et donc, mesdames et messieurs, nous n'aurons que 3 personnes. On ne prendra plus personne, quelles que soient les conditions. On prendra notre mère Djeneba Fofana. On prendra notre mère Sali Kone. Et on prendra aussi tout à moi du Nil. Voilà les personnes avec qui nous allons pouvoir faire le direct du jour. Et donc, merci à tous. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. Ok. Allô? Oui, bonjour, cher mère, comment allez-vous? Bonjour, mon professeur 5 étoiles, je vais très bien. Et vous? Je vais excellemment bien. Alhamdulillah. Et la famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Ça va, par la grâce d'Allah. Dieu merci. Donc, on vous laisse la parole. Ok. Bonjour la ZTV, bonjour à tous ceux qui sont là, tous ceux qui arrivent, tous ceux qui nous suivent. Bonjour à vous. On va dire encore merci à Dieu pour la journée d'aujourd'hui, la séance de la voix du militant. C'est la voix du militant, donc vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces et qu'il nous fasse miséricorde. Mon professeur, si c'est possible. Professeur, vous m'entendez, j'espère? Oui, on vous entend. Ok, ma question est que, est-ce que la présidence ivoirienne connaît les pays impliqués et qui sont complices dans le putsch du Bénin, là, les pays putschistes là? Je répondrai la question de la manière la plus rapide pour dire oui. Et presque tout le monde sait de quoi il est question. Et tous les pays qui ont aidé à ce coup d'État au Bénin sont très bien connus. Et ce n'est même pas un secret. Et tout le monde sait qu'il y a le Togo, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger. Et même le gouvernement du Bénin vient d'envoyer une note pour demander l'extradition des Tigris. Hier, on annonçait à partir d'une note du Burkina qui disait que eux, ils l'ont accueilli pour action humanitaire. Mais d'autres nous disent en même temps qu'après cela, il est caché au Niger. Et donc, on a pu voir aujourd'hui à travers des documents l'état du Bénin qui demandait l'extradition de Tigris. Et donc, ça veut donc dire que tous ceux qui sont des États qui ont aidé à ce coup d'État sont connus. Sinon, l'État du Bénin ne serait pas capable de demander l'extradition de Tigris s'il ne connaissait pas le pays où ce dernier se cache. Et si vous prenez le journal en ligne 24aubénin.info, vous allez trouver cette information là-bas. Et c'est une information qui est claire. Donc ça veut dire que ce soit l'État béninois, que ce soit tous les gouvernements qui tiennent à la stabilité sont bien au courant de ceux et celles des pays, je veux dire des pays qui sont les soutiens de ces coups d'État.
et je lis, on dit le Bénin appelle à l'extradition immédiate de Pascal Tigri. Et comme je l'ai dit, c'est le journal en ligne 24. Vous écrivez 24 H au Bénin AUBENIN.info. Et voici ce qui est écrit. Le chef du coup d'État manqué du Bénin s'est réfugié au Togo voisin. On ne m'a pas encore dit que j'invente les faits. Le chef du coup d'État manqué au Bénin s'est réfugié au Togo voisin, a déclaré mercredi à Reuters un haut responsable du gouvernement béninois, appelant à son extradition immédiate. Des soldats ont brièvement pris le contrôle de la télévision béninoise le dimanche matin et ont affirmé avoir destitué Patrice Talon, mais les forces armées béninoises, appuyées par la puissance de feu nigériane et le soutien logistique des services de renseignement français, ont déjoué la tentative. Point. Donc, chers mères, à partir déjà de cette première phrase, le chef du coup d'État manqué au Bénin, ce qui est M. Tigri, s'est réfugié au Togo. Et qui a déclaré cela? C'est un haut responsable du gouvernement, et c'est à qui ils ont déclaré cela? À l'agence de communication qu'on appelle Reuters. Et c'est quand ils ont fait cela? Hier, mercredi, puisqu'aujourd'hui c'est jeudi. Donc ça vient lever tous les doutes. Comment le Togo peut-il dire qu'il est en même temps? Quel que soit là Pascal Tigri se trouve, il y a un jeu. Tantôt on nous dit il est au Mali, pardon, au Burkina Faso. Tantôt on nous dit il est au Niger. Mais la voix encore qui vient pour nous rassurer davantage, c'est celle-là même de ces dirigeants béninois qui nous disent exactement où il se trouve. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, ce n'est plus le doute sur le Togo ce n'est pas sa première fois. Le Togo a toujours été impliqué dans toutes les mauvaises actions pour saboter la CEDEAO. Le Togo a été ce pays-là, vous vous souvenez, un moment il y avait eu une fuite des écoutes d'une réunion des présidents de la CEDEAO. C'est à partir de la présidence togolaise que les fuites avaient eu lieu et ils ont donné ces renseignements-là aux souristes. Vous vous souvenez de cela aussi. Vous vous souvenez encore que quand nos 49 soldats ont été arrêtés, nos soldats ont été arrêtés, celui qui était le médiateur était en même temps le complice de ceux qui ont arrêté nos militaires. Et donc, ça fait beaucoup quand même. Et dans ce coup d'État, un État, s'il n'était pas complice avec les malfaiteurs, le Togo même devrait craindre pour sa propre sécurité, parce que le Togo est un très petit pays. Mais le Togo est resté, ils n'ont même pas fait un mot allant dans le sens de démontrer leur position. Mais les actes qu'ils ont posés, c'est pas seulement Tigri, mais depuis le soir du coup d'État où les gens les ont mis en déroute, il y a plusieurs individus qui étaient liés au coup, qui se sont réfugiés au Bénin, au Togo je veux dire. Et les officiels du Bénin reconnaissent et disent sans le cacher que Tigri se cache au Togo. La question fondamentale que cela pose, est-ce que la CEDEAO aujourd'hui devrait hésiter à faire sortir le Bénin de la CEDEAO? Pardon, le Togo, ces deux pays-là sont tellement... Voilà. Aujourd'hui, ils sont tellement proches. Voilà. Aujourd'hui, tout prouve que le Togo est un pays traître. Et les exemples sont là. Maintenant, la question que je me pose, pendant les réunions, si la CEDEAO continue de cette façon, est-ce que la CEDEAO, pendant les réunions très importantes, peuvent encore être surpris? Les membres de la CEDEAO peuvent dire qu'ils sont surpris si leurs décisions sont sabotées. Et dès qu'ils font une réunion, ou même avant même qu'ils ne fassent une réunion, les décisions qui doivent être prises, ces décisions sont connues par les terroristes qui veulent déstabiliser nos pays. Quand je parle des terroristes, je parle d'Assimi Goïta, je parle de Tiani, je parle de Ibrahim Kaka. Si le Togo continue à assister aux réunions militaires et qu'il donne ses
informations à ces voyous-là et que des soldats de la CEDEAO meurent ou bien il y a un dommage, est-ce que la CEDEAO peut dire qu'elle ne sera pas complice du Togo? Est-ce qu'elle peut dire qu'elle sera surprise? Le Togo a toute la liberté. Sinon, Paul Gnassingbé peut demander à ce qu'on lui fasse un coup d'État. Là, on va voir ce que lui, il se cache pour faire derrière les autres. On prie Dieu pour qu'un coup d'État lui arrive. Là, comme ça, on va voir si lui-même, ce qu'il est en train de faire, c'est une bonne chose. Donc, aujourd'hui, il y a une question essentielle qui se pose. Si on doit mener une opération, même encore, je le dis, quand la CEDEAO a fait la réunion sur le Niger, c'est encore Fort Esozimna Gnassingbé qui a fait fuiter les informations. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur-là, demain, si on met des troupes au sol, il peut aller collaborer avec les ennemis pour donner des informations et les gens vont assassiner les troupes de la CEDEAO. Est-ce que c'est ce que la CEDEAO veut? Et donc, si c'est pas ce que la CEDEAO veut, la CEDEAO est obligée soit de retirer le Togo de la CEDEAO pour que le Togo puisse s'assumer et s'ajouter à l'AES. Mais si ce jeu-là continue de telle façon, ce n'est pas bon. Parce que tu ne peux pas connaître un ennemi qui est aussi nuisible aujourd'hui que le Togo et le conserver en son sein en espérant qu'il y a des miracles qui vont se produire. Il n'y a aucun miracle qui va se produire. Et cela, il faudrait que la CEDEAO comprenne cela. Il faudrait que la CEDEAO, même si ça doit être 2 ou 3 personnes, qu'elle clarifie, que ceux qui sont les membres clarifient leur position pour ne pas oublier que c'est d'abord aussi leur propre intégrité et la dignité de leur peuple qu'ils sont en train de défendre. Et on ne peut pas le faire avec des traîtres. Donc le Chris Yapi même de la CEDEAO, c'est le Togo. Oui. Et il n'y a aucun acte qui le prouve, parce que je viens de le prouver directement. J'ai dit tout le monde tape 24 Bénin et vous verrez l'information. On n'a pas tourné 24 au Bénin.info. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà la différence. Ce sont les autorités du Bénin même qui disent que Pascal Tigri, en tout cas, je ne sais pas exactement, mais hier, c'est ce qu'ils ont dit. Et donc, ça prouve déjà que le Bénin est impliqué dans le coup d'État. Et le Togo, pardon, est impliqué. Et depuis lors, ils n'ont pas été capables de lever la tête. Parce que c'est une accusation grave. Ils n'ont pas été capables de se défendre. Ils sont restés là en pensant que le reste du monde est bête. Mais il faudrait que cela cesse. Et pour que cela cesse, soit on dit au Togo de quitter la CEDEAO, de rentrer dans l'AES. Et la vraie CEDEAO qui veut se constituer et rester dans sa dignité pour que ce CEDEAO-là puisse continuer à aller de l'avant. Je me rappelle quelque chose que Soro Guillaume m'avait dit dans le temps en 2020, que lui aussi il a ses hommes dans la CEDEAO. Soro Guillaume l'avait dit en 2020. Quand il a dit, lui, il avait Macron et puis Papa Ado avait l'autre là. Et que même dans la CEDEAO là, lui, il a ses gens là-bas. Soro l'a dit. Donc c'est le Chris Yapi, le Togo. Pourquoi je dis ça? Pardonnez-moi, professeur. Le Togo est le pays le plus proche du Bénin. Jusqu'à ce que même ces deux peuples-là, on les confond. Quand tu es Togolais, on dit que tu es Bénin. Quand tu es Bénin, on dit que tu es Togolais. Donc c'est eux-là même qui devaient être les premiers même à aller en secours pour le Bénin. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Donc le Chris Yapi même de la CEDEAO là, c'est le Togo. Ok, merci professeur. Pour moi, c'est ce que je pense. Vraiment, merci beaucoup. Je crois que mes 10 minutes sont finies. Donc, je vais bénir Papa Ado toujours comme d'habitude. Que Dieu protège Papa Ado. Que Dieu protège tous ceux qui l'entourent. Que Dieu protège tous nos forces de l'ordre, vraiment, qui bataillent partout, qui sont toujours prêts à aller au front. Vraiment que Dieu vous protège avec ses anges, qu'il vous multiplie avec ses anges, et que tous les combats que vous alliez faire face, que vous soyez toujours les vainqueurs avec les anges de Dieu. Merci professeur, et excellent jeudi à tous, excellente émission à tous, que Dieu nous protège et qu'il nous garde dans ses grâces. Merci professeur infiniment, et vraiment à toi aussi, que Dieu te bénisse toujours avec ton équipe, les EPG. Merci. Merci beaucoup, chère mère, et que la grâce de Dieu demeure en nous. Et merci infiniment et excellente journée à vous aussi. Merci, professeur. Je vous en prie, cher mère. Et donc, chers EPV, n'oubliez pas le décès de la maman de notre mère Marion Savané et toutes les prières qui vont avec.
ceux qui appellent maintenant après le temps, ce n'est pas évident qu'on puisse vous prendre. Si on a le temps, on vous prendra. Mais si on n'a pas le temps, par rigueur, on ne pourra pas vous prendre dans l'absolu. Ça, c'est déjà un fait acquis. Maintenant, si on a le temps, que ceux qui veulent parler ont le temps, il y a du temps, on pourra vous prendre. Mais on va d'abord se focaliser sur les 3 premières personnes qui sont restées dans le temps. Parce que c'est important. On ne peut pas improviser parce qu'on n'a pas le temps qui est illimité. Donc, on ne fera que ce que nous pouvons. On va laisser le temps aux 3 premières personnes. Si elles finissent de parler, qu'il y a du temps, on va vous prendre. Mais s'il n'y a pas de temps, on ne pourra pas vous prendre. Bonjour, cher Maya, comment allez-vous? Bonjour éclaireur, je vais bien et vous? Dieu merci, tout va excellemment bien. D'accord. Merci, Dieu merci. Oui. Voilà, donc merci éclaireur de me donner la parole. Et bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien aussi. Et voilà, toutes mes pensées vont envers notre sœur. J'espère que vous m'entendez bien, éclaireur. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ça va? Ok, d'accord. Voilà, donc je disais que mes pensées vont envers notre sœur Marion Savané, qui a perdu malheureusement voilà notre mère. Et voilà, donc on prie Dieu, que Dieu ait pitié de son âme, que la terre lui soit légère et que Dieu fasse que nous qui sommes derrière, nous soyons guidés sur le bon chemin et que une grande distance soit mise entre nous et nos défunts. Voilà, franchement, courage ma chérie, courage à toi, chère sœur, c'est pas facile et franchement, tu as tous nos soutiens avec toi et voilà, donc nous sommes là, comme on dit, loin de toi, loin de corps et proche du cœur, comme on le dit, et nous sommes on est là, disponible en cas de besoin, franchement, voilà, donc c'est ce que je voulais dire en premier temps. Et voilà, donc après ça, je vais donner rapidement les informations par rapport aux choses de la vie. Comme vous avez pu constater, les dimanches, vu que nous avons la prière et ainsi que voilà la politique, donc nous n'avons pas le temps de traiter les choses de la vie qui est beaucoup demandé. Donc j'ai vu avec l'équipe de TikTok qui est la mère Sali, la mère Fiona Cora ainsi que la mère Binet Silibé et moi-même. Voilà, donc j'aurai un peu de temps le vendredi à partir de 21h, voilà, pour pouvoir consacrer 4 heures, ça veut dire 21h heure de France, ce qui fait 20h heure de Côte d'Ivoire, et puis jusqu'à 1h du matin. Voilà, pour que je puisse m'endormir un peu et aller au travail le lendemain. Voilà, donc c'était ça pour commencer. Et puis après cela, j'ai vu éclaireur que Donald Trump veut maintenant pour ceux qui veulent aller visiter les États-Unis, que il vont falloir maintenant, même les Français, hein, il va falloir maintenant qu'ils donnent l'historique de 5 ans de leurs différents réseaux sociaux pour voir s'ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait des choses qu'il ne faut pas pour pouvoir entrer aux États-Unis, ainsi que plein de choses. Ils sont en train de corser l'accès aux choses aux États-Unis. Est-ce que là, vous ne voyez, ce n'est pas une idée ça pour que la Côte d'Ivoire peut, regarder et puis impliquer ça en Côte d'Ivoire pour que ceux qui sont sur les réseaux qui font tout et n'importe quoi puissent ne pas rentrer facilement dans notre pays après pour tromper la vigilance de l'État en fait. Voilà, donc c'est une question que je voulais poser. Merci. Non, cher, mais c'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Chaque pays est libre de sa politique d'immigration. Et déjà, ce que Donald Trump dit, ce n'est pas un fait qui est nouveau. Depuis bien d'années, les États-Unis font ça. Ils demandent à toute personne qui veut venir aux États-Unis
de donner ses références, ses coordonnées sur les réseaux sociaux. Et les gens vérifient pour comprendre beaucoup de choses. Peut-être que c'est maintenant que ça s'applique à d'autres pays comme la France, mais depuis de nombreuses années, c'est quelque chose qui se fait. Maintenant, les gens de la CEDEAO, on n'a même pas besoin d'aller dans tout ça, chère mère. On connaît déjà toutes leurs intentions et c'est des gens qui ne changeront jamais. En réalité, le grand problème de ces gens-là, ce n'est pas le fait que ils peuvent venir ou ne pas venir en Côte d'Ivoire. C'est le fait que pourquoi Dieu a béni la Côte d'Ivoire, c'est ce qui leur fait mal. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, tant que Dieu continuera de bénir la Côte d'Ivoire et que eux se sentent ceux qui doivent venir demander à gagner leur pain en Côte d'Ivoire, c'est ça qui leur fait mal. Pourquoi Dieu a donné cette grâce à la Côte d'Ivoire? Donc, comme je le disais, il y a quelques jours, une seule carte même de séjour, l'imposition de la carte de séjour est déjà suffisante. Parce qu'à partir du moment où on n'appartient pas au même bloc idéologique, on ne sait pas ce que nous savons et qui ne peut pas être caché. Est-ce que vous avez une fois vu une déclaration des Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire pour dire qu'eux ne sont pas d'accord avec ce que les autorités burkinabés font, pour la simple et bonne raison que eux, c'est la Côte d'Ivoire qui leur permet de nourrir leur famille au Burkina? Non, ils n'ont jamais fait une déclaration. Mais pourtant, ils font des levées de fonds et ils envoient ça à ces putschistes à partir de la Côte d'Ivoire. Donc, ça démontre encore toutes leurs ingratitudes, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger ou encore le Burkina. C'est des gens qui sont, par définition, des ingrats. Et pour l'ingrat, celui qui est un ingrat, grâce à qui il gagne à manger là, tant que Dieu continue de bénir cette personne, lui voit cette bénédiction-là comme une insulte, quand bien même qu'il arrive à manger avec cette personne. Et ça, c'est le comportement typique des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens. Ils auraient souhaité que la Côte d'Ivoire soit un pays malheureux pour que nous soyons tous malheureux. Mais telle n'est pas la volonté de Dieu. Dieu dit, tant que ce peuple-là sera hospitalier, et tant que ce peuple-là va être une patrie, une terre qui va offrir de l'espoir, nous avons toujours béni ses fils et ses filles. Et c'est ça qui fait mal à ces personnes. Donc, ceux qui arrivent à être appiaillés sur les réseaux sociaux, ce sont les plus idiots. Mais la grande majorité, ce sont des ingrats. Et c'est cette grande majorité-là qu'il faut combattre. Et comment il faut la combattre? Comme ils sont maintenant dans l'AES et qu'on n'est plus dans le même ensemble, et donc là, il y a forcément des conditions de circulation des biens et des personnes qui doivent s'imposer. Et donc, à partir de cette réalité-là, il faudrait qu'on impose des conditions claires et nettes. Les gens ne peuvent plus circuler comme si on était dans le même bloc. Aujourd'hui, quand l'Angleterre a quitté la communauté européenne, l'Union européenne, les Anglais ne se déplacent plus comme avant. Les Européens ne peuvent plus rentrer en Angleterre comme avant. Il y a des conditions nouvelles qui s'imposent. Et c'est ce qu'il faut imposer à ces personnes. Et donc voilà quelque chose, parce qu'il ne faut pas frapper seulement ceux qui viennent, qui interviennent sur les réseaux sociaux. C'est un petit nombre. C'est des pays analphabètes. La grande majorité a un comportement qui est très dangereux. Et c'est cette grande majorité-là qu'il faut frapper. Donc voilà un peu ma réponse. Ok, merci beaucoup. Et je vous dis juste une dernière question. Est-ce que l'approche du Bénin avec la Côte d'Ivoire ne les a pas permis de pouvoir bien gérer ce coup d'État manqué? Est-ce que l'expérience que la Côte d'Ivoire a ne les a pas aidés à bien gérer cette coup d'État manqué? Vous voulez savoir si l'expérience ivoirienne a eu un impact à aider le Bénin dans son coup d'État, à ce que le coup d'État ne marche pas? Voilà. Pour qu'il puisse bien gérer. Oui, mais naturellement. Et là, je ne parlerai pas de l'expérience ivoirienne, mais je parlerai de la rigueur d'un homme. Parce que Alassane Ouattara, aujourd'hui, a démontré quand il était à la tête de la CEDEAO qu'il ne tolérerait jamais les coups d'État. Et l'exemple le plus palpable, c'est Amadou Aya Sanogo, à qui il n'a pas permis de prospérer,
Alassane Ouattara, en 2012, lorsque le Mali sera attaqué par les djihadistes, c'est lui qui va activer son téléphone et appeler François Hollande pour demander l'aide et l'appui français pour chasser les djihadistes. Alassane Ouattara, quand il y a eu le coup d'État, que ce soit au Burkina ou au Niger, c'est celui-là qui est resté ferme pour dire on doit aller les enlever et moi mon armée est prête. Il n'a jamais caché. Il est resté constant. On peut l'aimer comme le détester, mais il est toujours resté sur une voie qui est claire. Donc, tant que Alassane Ouattara sera là, et que la CEDEAO qui est un ensemble, pour ne pas qu'on dise qu'un pays est allé attaquer un autre, tant que la CEDEAO assume sa responsabilité d'organisation sous-régionale, en tout cas les coups d'État ne pourront pas prospérer. Ça c'est au moins une évidence, tant que Alassane Ouattara est là. Et donc, il faut d'abord dire merci à la constance de l'homme Alassane Ouattara, et surtout de bonnes relations aussi qui existent entre les autorités du Bénin et la Côte d'Ivoire. Parce que, vous vous souvenez, hier, je disais, dès que les Rwandais et les rares éléments de la force républicaine ont pu sécuriser le président Patrice Talon et ses ministres, l'un des premiers pays qu'il a eu à appeler, c'est le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ça veut donc dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être pays petit en taille, mais pays très important en influence. Ça, c'est très déterminant. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, nous avons la deuxième force de la CEDEAO. Et chère mère, ce n'est pas peu. On ne demande pas de l'aide à tout le monde. On ne demande pas de l'aide aux faibles. On ne demande pas de l'aide à ceux qui n'ont pas d'influence. Et si vous voyez que c'est de la Côte d'Ivoire et du Nigeria qu'on parle, ça veut dire que la Côte d'Ivoire a un rôle important à jouer. Et pourquoi? Regardez l'armée ivoirienne qui est entraînée en fonction du modèle international, des standards internationaux. C'est une armée qui est qualifiée à se déployer sur n'importe quel type de terrain. C'est une armée qui évolue avec les plus grands stratèges à travers l'Académie internationale de la lutte contre le terrorisme. Et donc c'est une armée qui a plusieurs types, qui a plusieurs variétés de capacités. Et ça, ce n'est pas petit. Et donc c'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire, petit pays dans sa taille, mais un pays très important diplomatiquement à travers son président, petit pays, mais très puissant militairement parce que la deuxième force de la CEDEAO, quand on dit ça, les gens ne comprennent pas de quoi il est question. Ça veut dire que c'est un pays qui peut imposer sa volonté. Et la volonté de la Côte d'Ivoire, c'est d'être du bon côté de l'histoire pour dire, nous n'allons pas accepter que nos peuples sortent pour voter et on va nier leur voix par des voyous qui chaque fois viennent avec les mêmes mots, mais qui n'ont pas de solution en réalité. Et ça a toujours été la position de la Côte d'Ivoire. On s'est fait détester pour cela, on n'a pas changé. Mais chaque fois qu'un pays a eu besoin de notre aide et que ce pays-là voulait sincèrement rester dans le droit international, la Côte d'Ivoire n'a jamais hésité. Et ça, l'histoire retiendra cela. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup le professeur pour tous ces éclaircissements et je vous dis bonne suite d'émissions à chacun et à demain à 21h, heure de France, sur TikTok pour les choses de la vie. Merci beaucoup. Cher, au revoir. Vous avez ça le vendredi, c'est-à-dire demain ou bien... Voilà, demain 3 à 21h, heure de France. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui seront là, ils vont attendre. Hein. Voilà, donc nous aurons deux sujets. Nous aurons, voilà, le premier sujet, comme vous avez vu, comme j'ai pu expliquer la dernière fois, excusez-moi, voilà, qui nous concerne l'intimité du couple. Et deuxième sujet, ça sera les difficultés de l'importation, voilà, des couples. En fait, ça veut dire les personnes qui vont chercher les maris ou les femmes à l'étranger pour venir en Europe ou aux États-Unis ou n'importe quel pays européen. Voilà les difficultés qui sont dedans. Nous allons parler de tout ça. Nous allons décortiquer. Et voilà. Donc on a besoin de tout le monde. Voilà, c'est un moment pour nous, un moment où on va parler que de nous.
Donc, soyez là. Il n'y a pas de honte. Voilà, personne n'est mieux que personne. Personne ne connaît que l'autre. On a besoin de l'expérience de chacun. On a besoin de la participation de chacun pour que cette émission soit un succès, puisse nous aider. C'est ça le but. Hein. Ça puisse nous aider à chacun. Et chacun puisse dire, que ce soit les hommes ou les femmes, dire nos frustrations, nos difficultés. C'est que on n'arrive pas à vous faire comprendre, vous les hommes, et vice versa, pour que chacun puisse faire des efforts de leur côté pour aller de l'avant, pour que le couple, le mariage puisse perdurer et ça soit pas voilà un truc que les gens rentrent dedans et sortent comme ça avec de mauvais souvenirs. Voilà pourquoi voilà un peu de tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Clara. Merci beaucoup, chère mère, et je peux vous assurer que les uns et les autres seront là et les gens vont venir en appui et chacun pourra donner son avis. Et vraiment, merci à vous et merci pour tous les efforts. On va vous souhaiter une excellente soirée avec toute la grâce divine. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Alors? Oui, bonsoir, cher frère Cora. Bonsoir, Signata le concurrent, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va excellemment bien. D'accord. Okay. Donc, on va vous laisser la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Ce soir, comme actualité, il y a le sujet béninois et plus précisément des vautours qui cherchent à faire du mal à la CEDEAO, plus précisément le président togolais Faure Essozimna Yadema. Alors, ce qu'il convient de préciser, le sorcier s'est dévoilé au grand jour, de façon publique, et tout le monde sait désormais qui vaut quoi et qui est capable de quoi. Face à la situation, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est ça. Parce que il ne s'agit pas de faire le constat et de tourner en rond ou bien de ne rien faire. On a vu très clairement que c'est l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en complicité avec le Togo, qui ont essayé de renverser Patrice Talon. Et pire, ils avaient même pour projet d'assassiner Patrice Talon. C'est cela la réalité. L'AES, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali, Aboudraman Tiani du Niger, en complicité avec le parrain Faure Eyadema du Togo, ont planifié d'assassiner Patrice Talon. C'est ça la réalité. Donc voici le décor qui est planté. Ayant échoué, le putschiste, il part au Togo, et du Togo, il se réfugie au Burkina Faso. Pendant ce temps, Faure Eyadema, lui, joue les hypocrites. Il avait même appelé Patrice Talon pour savoir ce qu'il en était. Et Patrice Talon a bien fait de ne pas le prendre au téléphone. Et les jours qui ont suivi, Faure Eyadema s'est rendu chez Aboudraman Tiani. Donc le décor est planté. La CEDEAO a bien compris. La CEDEAO a fait échouer le coup d'État. La CEDEAO a sauvé Talon, sinon il mourrait. C'est cela la réalité. Lorsqu'on a en face des malfaiteurs de ce genre, je crois qu'on doit savoir à quoi s'en tenir. Pour nous autres, les choses sont assez claires. Il faut exclure le Togo de la CEDEAO. Il n'y a même pas matière à débat. Il faut exclure le Togo maintenant de la CEDEAO.
Et nous l'avons dit depuis très longtemps, pour que la CEDEAO se porte mieux, il va falloir que l'un de ces putschistes-là soit mis aux arrêts. Et nous pensons que c'est le moment idéal. Il faut qu'on regarde selon le droit international. Il n'y a plus rien à cacher. C'est une histoire de survie. Il n'y a plus rien à cacher. Il faut qu'on regarde selon le droit international pour planifier une intervention de la CEDEAO au Burkina Faso en conformité avec le droit international. Parce que là, c'est l'avenir de plusieurs millions de populations, la CEDEAO qui est gravement mis en cause ici. Parce que il y a des putschistes dans la sous-région et parce qu'il y a un qui s'illustre de façon notoire par sa soif de semer le chaos, Ibrahim Traoré, dans l'espace sous-régional. Donc aujourd'hui, où nous sommes arrivés, moi je pense que le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le président en exercice Madabio, en complicité avec certains partenaires ou bien en soutien avec certains partenaires, doivent tout faire pour mettre fin à ce que nous sommes en train de voir. Ce qu'on ne nous dit pas, Ibrahim Traoré en complicité avec les autres putschistes, ils ont essayé le tout pour le tout. Si vous voyez qu'aujourd'hui ils sont allés attaquer le Bénin, c'est parce que ils ont tout essayé contre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais pu franchir un seul périmètre de la Côte d'Ivoire. Les putschistes de l'AES ont mobilisé des soldats pour venir attaquer la Côte d'Ivoire depuis l'année 2024 pour venir jusqu'en 2025. Mais ils n'ont jamais eu gain de cause. Ce qu'on ne nous disait pas, les 3 derniers mois avant les élections, lorsqu'on entendait dire qu'il y a des attaques, on part, tantôt c'est Difita, tantôt on vous dit que non, la région est sous menace, tantôt. C'était clair que c'était des tentatives d'incursion de la part des soldats de l'AES qui avaient pour obsession d'occuper les territoires ivoiriens pour empêcher les élections. L'élection est terminée, il n'y a plus rien à cacher, c'était cela le plan. Mais beaucoup de fois, ils ont essuyé des revers très cinglants. Et ils n'ont jamais eu gain de cause. Ayant compris qu'ils ne peuvent rien faire à la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planifié d'aller attaquer le Bénin. Et lorsque vous voyez le voyage de Faure et Adema en Russie, vous pensez que c'était quelque chose d'hasardeux? C'était pas hasardeux, hein? Le voyage était très bien planifié avec un agenda qui était celui d'aller faire le coup d'État au Bénin. Donc, aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de faire 1000 réunions encore au sein de la CEDEAO. Les 4 pays ont pris leurs responsabilités. Ils ont coupé les queues des putschistes au Bénin. De cette même manière, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le président en exercice de la CEDEAO qui prennent leurs responsabilités pour mettre aux arrêts Ibrahim Traoré. On n'a pas besoin de spéculer encore parce que ce délinquant-là, il faut bien qu'il soit mis aux arrêts. Sinon, l'espace CEDEAO ne sera pas tranquille. Moi, ce que je voudrais dire, je vous remercie. Merci infiniment, le concurrent, et merci de ce que vous dites. Et ce que vous dites même, c'est peu dire. Aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec vous. Dans la Bible, il est dit que si ta main doit te conduire en enfer, il faut t'en débarrasser. Mais il est dit de cette façon, si ta main doit te conduire en enfer, coupe-la. Coupe-le, pardon. On dit une main, pardon, coupe-la. Voilà, pour être un peu plus simple. Et aujourd'hui, c'est à cette dure réalité que la CEDEAO est confrontée. Est-ce qu'on veut créer une organisation sous-régionale avec des gens qui ne s'assument pas, mais qui veulent devenir des cancers au sein de l'organisation comme le Togo? Quand tu as un cancer,
débarrasse-toi-en. Sinon, c'est toi-même qui vas finir par être victime. Et le Togo ne cache plus rien pour démontrer qu'ils sont très toxiques pour la stabilité sous-régionale. Et comme vous le dites, la CEDEAO a deux choix. Comme le Togo aime voir le coup d'État sur les autres, mais que la CEDEAO même suscite un coup contre le Togo aussi. La CEDEAO peut prendre des Togolais, il y en a beaucoup dans le monde qui ne sont pas contents là, les inciter, les aider à faire un coup d'État contre le Togo. Là, on ne fait pas de publicité. Là, comme ça, là, quand Foix sera attrapé là, et puis ils vont découper à la petite cuillère là. Ça va donner un exemple à tous ceux qui sont dans la CEDEAO qui veulent jouer les hypocrites. Là, comme ça, ils vont bien s'assumer. En tout cas, que la CEDEAO le veuille ou pas. La CEDEAO, si elle ne veut pas aller à cet extrême-là, elle doit être obligée de dire fort, prends tes clics et tes claques et au revoir. On n'a pas besoin d'hypocrites et de quelqu'un. Sinon, à quoi sert-il de faire des réunions et dès que la réunion n'est même pas encore finie, les gens de l'AES ont déjà tout le plan. Et on connaît un ennemi qui est parmi nous, qui est là pour faire saboter nos décisions, mais il est toujours là. C'est vrai, c'est bien d'être dans une organisation. Mais être dans une organisation pour en être la victime, ce n'est pas un acte intelligent. Et aujourd'hui, la CEDEAO devrait tirer toutes les conséquences de ce qui est là aujourd'hui pour prendre des décisions fortes. Il y a des décisions fortes qui ont été prises pour sauver le Bénin. Mais ce n'est pas tout. Tous les États qui veulent utiliser le banditisme pour prospérer, on doit être capable de les retirer. Le Togo nous montre qu'il est un État traître. Et ça, les exemples sont là à foison. Et donc, la balle est dans le camp de la CEDEAO. Ils ont réussi l'aspect militaire. Mais pour réussir l'aspect diplomatique et pour réussir à la cohésion, parce que le comportement même de Faure même fait que si moi-même j'étais membre même de la CEDEAO, je serais découragé. Parce que à quoi sert-il d'aller donner son avis ou de prendre des plans? Et on sait que celui qui va vendre la mèche est entre nous. Tout ça aussi, ça décourage les États membres de la CEDEAO. Il faut, quand on est dans une association, on fait avec les gens qui sont là-dedans pour de vrai, ou bien on n'est pas là-dedans. Il est temps maintenant que la CEDEAO, après la victoire militaire, puisse s'assumer diplomatiquement en faisant un nettoyage en son sein pour aller avec les États qui sont vraiment engagés pour que l'Afrique de l'Ouest puisse connaître sa stabilité. Et je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, à la lumière de tous les arguments qui sont donnés, la CEDEAO devrait utiliser le droit international si un de ces pays est attaqué pour essayer de bombarder correctement un de ces pays voyous pour leur faire comprendre que la récréation est terminée. Tant qu'on ne va pas en arriver à cela, pour leur donner un exemple clair, ils ne comprendront pas. Sinon, vous avez dit que vous n'êtes plus de la CEDEAO. Mais en quoi est-ce que la politique intérieure des pays de la CEDEAO vous intéresse? Si les coups d'État sont une bonne chose, vous êtes en train de récolter les bénéfices. C'est grâce au coup d'État qu'on a connu Bina Djara au Mali. C'est grâce au coup d'État qu'on a su qu'il y a des gens qui mangent la chair humaine au Burkina Faso. C'est grâce au coup d'État qu'on a su qu'il y a des gens qui mangent des herbes au Burkina Faso. C'est grâce au coup d'État qu'on a su qu'il y a des instabilités avec des déplacés internes par milliers au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Mais c'est ça les bénéfices des coups d'État. Voilà des gens qui n'ont aucune dignité. Des analphabètes. C'est eux qui veulent montrer qu'eux, ils sont plus intelligents que ceux qui sont allés à l'école et qui veulent devenir des aveugles qui veulent diriger des gens qui voient. Voilà des gens à qui on demande, les coups d'État que vous avez fait là, il y a quel bénéfice dedans? Faites-nous le bilan. Depuis que vous faites les coups d'État là, dites-nous, il n'y a rien que quelqu'un fasse et qu'il n'y ait pas de bénéfice. Quand tu fais quelque chose, forcément il y a un bénéfice et un avantage dedans. Mais quand on pose cette simple question à ceux qui aiment les coups d'État, donnez-nous les bénéfices des coups d'État. On n'en trouve pas.
On veut nous tourner en rond. C'est parce que vous êtes des valets de la France. C'est parce que vous n'êtes pas des panafricains. Mais est-ce que je suis obligé d'être ce que quelqu'un d'autre veut que je sois? Si vous êtes à l'aise dans vos conditions de haïtien, restez dedans. Et essayez de démontrer que le choix que vous avez fait là, dans 5 ans, dans 10 ans, cherchez à nous faire pleurer d'envie de vous ressembler. Et faites ça à travers les actes que vous allez poser. Pour que les gens disent, vraiment ceux qui sont de l'AES, ils avaient des idées, ils ont mis ces idées en marche, et aujourd'hui ils ont fait des coups d'État, et voilà les bénéfices que ça leur a apporté. Mais en réalité, ils savent que ça n'a aucun bénéfice. Ils savent que ça n'a aucun intérêt. Ils savent que c'est spécialement pour déstabiliser l'Afrique. Mais dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on dise cela très bien aux Ivoiriens. Le Mali et le Burkina ne seront jamais fatigués tant qu'ils verront votre prospérité. Et si par malheur, un jour, ils arrivaient à réussir un coup d'État, écoutez-moi très bien, c'est pas seulement l'accès à la mer qui les intéresse, mais ils vont annexer. Puisque si vous partez prendre des mercenaires et des armées étrangères pour venir déstabiliser votre propre pays là, quand ces forces-là vont arriver là, vous les Ivoiriens de l'Ouest, et puis vous les Ivoiriens du Nord là, écoutez-moi très bien, c'est vous qui serez les premières victimes. Pourquoi? Parce que, ils sont en complicité, parce qu'ils savent que tôt ou tard, le problème des terres là, s'il y a un gouvernement responsable, et avec ce qu'ils ont entendu, l'immatriculation des terres là, beaucoup ne pourront plus avoir les terres cultivables. Or, la majorité des terres cultivables se trouvent à partir de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, si un jour ils arrivent à prendre contrôle dans le pays en Côte d'Ivoire pour imposer quelqu'un qu'ils veulent, là, ils ne vont pas se limiter simplement à changer quelqu'un qu'ils vont utiliser comme un pantin, mais ils vont maintenant aider leurs frères burkinabés à vous massacrer à l'ouest pour occuper les terres. Là. Maintenant, vous les gens du Nord, ce qu'ils vous disent là, vous entendez? Ils disent jusqu'au du nord de Banfora jusqu'à Boaké, là, ils vont occuper ça. Ils vont annexer ça. Ça veut dire, ils vont prendre ça pour ajouter sur leur pays. Donc ne pensez pas que c'est simplement, ils sont en train de faire tout ça cadeau. Ce n'est pas cadeau. Ils ont leurs intentions. Maintenant, comme les Laurent Gbagbo, les Tidjam Thiam, avec les opposants ivoiriens sont imbibés dans leur haine, eux pensent que ces gens-là, eux vont les utiliser pour enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Et quand ils vont finir d'enlever Alassane Ouattara au pouvoir, les gens là vont dire, bon, nous on s'en va chez nous au Burkina Faso, on va s'asseoir pour vous regarder. Ne vous trompez pas, hein. On ne fait pas la guerre par plaisir et puis remettre la victoire de cette guerre-là à quelqu'un. Dans l'histoire, ça n'a jamais existé. Ce que le Rwanda a fait au Congo, là, c'est la même chose qu'ils vont faire. Le M23 que vous voyez là, le M23 là, ce ne sont pas des Congolais. De la même manière que vous voyez les guerriers au Libéria, on les appelle les crans là. C'est un exemple que je prends. Comme de la manière vous voyez les gens du Nord là, vous avez les mêmes langues avec, dans certains cas parties, avec les gens du Burkina, du Mali là. Ah, c'est comme ça. À l'est du Congo là, ils ont pris les ethnies qui sont là-bas, ils les ont formés, ils ont mis quelques-uns parmi eux, mais en réalité le noyau même du M23 ce sont des Rwandais. Et c'est eux qui viennent se battre pour piller les ressources de l'Est du Congo. Et c'est ce qui permet au Rwanda de se stabiliser économiquement. Et donc là, j'ai déjà fait une émission sur cette question-là ici. Les gens étaient choqués, ils disent, mais pourquoi tu peux parler comme ça? Il y a peut-être 5 ou 6 mois, si je me souviens très bien. Donc, je ramène encore la même question sur la table. Pour vous répéter que dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, les gens ne veulent pas changer le régime en Côte d'Ivoire juste par plaisir ou bien par haine. Chacun y gagne son intérêt. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo dit, même si je suis dans ma tombe là, je vais tout faire pour descendre avec Alassane Ouattara dans ma tombe. C'est ce que Laurent Gbagbo recherche. Il est dans un combat de haine.
Le PDCI avec Tidiane Thiam, eux sont dans un combat de tribalisme. Il faudrait que nous arrivions à enlever ces enfants d'esclaves à la tête du pays. Quelle que soit la personne qui va prendre, mais ça ne doit pas être des kangas. Et donc là, eux, ils s'en foutent. Maintenant, ceux qui vont venir les aider là, c'est le Burkina, le Mali, le Niger. Babo a déjà envoyé Kone Katina. C'est parce que leur coup n'a pas marché. Mais si leur coup marche, qu'est-ce qui va se passer après? Eux-mêmes, ils n'ont pas prévu ça. En voulant creuser la tombe pour enterrer Ouattara, ils vont creuser plusieurs tombes et c'est la Côte d'Ivoire même qui sera enterrée. Et c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Ça ne s'est pas encore passé, mais c'est ce qui va se faire. Si vous ne vous réveillez pas, c'est ce que les Burkinabés et les Maliens recherchent. Non seulement ils auront accès à la mer pour faire plaisir à la Russie, mais dans ce désordre-là, vous allez voir ces mêmes forces spéciales du Mali et du Burkina. Les Maliens vont piller toutes les zones qui sont à la frontière nord entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Les Burkinabés vont en faire autant. Et ils vont même prendre possession même des territoires pour dire à partir de, voilà, à partir de Bouaké jusqu'à arriver à Tiébissou là, tout ça là, ça fait partie du Burkina Faso. Maintenant, côté ouest là, les Burkinabés et la force spéciale du Burkina là, vont s'infiltrer en civil et vont rentrer avec les armements pour commencer à tuer nos parents de l'ouest pour occuper les terres par la force. Voilà le destin qui est livré à la Côte d'Ivoire. Et ça, s'il y a quelqu'un qui peut venir contredire ou me dire le contraire de ce que je dis, on attend que quelqu'un vienne le faire. Parce que l'histoire de ce monde-là, il ne faut pas attendre qu'un malheur t'arrive avant de jouer les étonnés. Il y a beaucoup d'événements qui se passent, que ce soit historiquement parlant, que ce soit aujourd'hui même où on est, ça se passe devant nous. Et donc ce n'est pas nous qui allons échapper parce que Dieu nous aime, c'est faux. Si on s'amuse à penser que c'est une histoire d'enlever Ouattara au pouvoir, Ouattara même là, lui n'a même pas envie, il n'a plus rien à prouver. Ouattara même là, la tête de la Côte d'Ivoire là, c'est un service qu'il nous rend. Sinon lui-même là, il n'a plus rien à nous prouver, il n'a plus rien à prouver au monde entier. Donc, si peut-être ce que j'ai dit peut aider les Ivoiriens à se réveiller, à d'abord sauver leur propre vie et à maintenir l'intégrité de leur pays, ce serait mieux. Mais ne rêvez pas. Les Burkinabés, les Maliens que vous voyez, et vous les prenez pour des idiots là. Sachez qu'ils ont leur plan derrière la tête qu'ils ne vont jamais vous déclarer. Vous pensez que vous allez les utiliser pour assouvir vos haines, vos frustrations. Mais eux, ils voient plus grand et ils voient plus profondément. Il suffit de regarder du côté du Congo. Et j'ai dit bien, j'ai déjà fait une émission il y a pratiquement 7, 6 ou 8 mois. J'ai dit ça. Et je me retrouve en train de dire ça aujourd'hui. Allez regarder maintenant. Quand vous regardez le comportement de ces putschistes dans la sous-région, allez prendre l'émission le jour où je l'ai réalisé et mis. Comment ça vous a choqué. Et regardez le comportement de ces gens aujourd'hui. Et regardez s'ils ne sont pas dans une similitude. Donc quand nous on parle ici, ce sont des réflexions qu'on fait par anticipation. On n'est pas là pour parler, pour dire non, aujourd'hui voilà ce qui s'est passé. Nous sommes là pour avertir, pour informer, pour amener les gens à réfléchir. Et je crois donc bien. Et le Burkina a encore un contentieux à régler avec la Côte d'Ivoire. Ils ont donné de l'argent de 1980 jusqu'en 1990. Ils ont donné de l'argent à la Côte d'Ivoire, comme disait un certain monsieur. Et le Burkina, qui est moins riche que la Côte d'Ivoire, ne peut pas faire un tel sacrifice sans jamais demander un retour sur l'investissement. Et les Burkinabés vont rappeler tout ça aux Ivoiriens pour dire que votre Laurent Gbagbo, de 1980 jusqu'en 2000, il venait prendre 20 millions de francs CFA ici chaque mois. Il n'a jamais respecté ses engagements. N'oubliez pas que quand tu prends une dette, tu dois la payer, quelle que soit la manière et quel que soit le temps. À bon entendeur, bonne chance. Et donc voilà les concurrences que j'aurais pu ajouter. Beaucoup pour tous ces ajouts. Ce qui est sûr, il est vraiment plus que jamais grand temps que tout le monde prenne conscience du danger qui guette la CEDEAO à l'horizon. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne émission à tous. Merci beaucoup et bonne soirée à vous dans la plénitude divine et avec toute sa mansuétude.
Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, ça va, alhamdulillah. Dieu merci. Comment va la famille? Ça va, alhamdulillah. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, monsieur le professeur. Oui, éclairez-moi, c'était pour te saluer. Merci de la manière que tu nous expliques terre à terre. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour l'effort, merci pour le courage. Bon, moi, je voulais ajouter quelque chose. Parce que chacun a son occupation. Hein. Moi, le problème, c'est le pays même. Vraiment, éclairer, on doit vraiment remercier le président. Parce qu'aujourd'hui, à cause de lui, vraiment, on peut taper la poitrine. Sinon, un moment passé, étant ivoirien, toi-même là, tu n'as même pas le courage même de te réclamer ivoirien dans certains lieux. Tu ne peux pas. Parce qu'en 2011, j'étais avocatier, marché de nuit. Maintenant, j'avais Panari. Il y a Panari qui est sorti sur ma main, ça n'allait pas. Il a mis ma main sur ma tête. Maintenant, quand je suis sorti, il y a des jeunes attiers. Il y a des jeunes attiers qui ont barré la route. Vraiment, c'était un moment très difficile. Moi, ils allaient me tuer. Moi, c'est à cause de mon Panari, là, il a mis la main sur la tête, ma main était enflée. Il y a un qui a dit parmi eux que lui, là, il est malade. Que c'est pourquoi il n'arrive pas à parler. Pourtant, c'était pas ça. Il était choqué parce qu'il te salue dans les langues là, tu ne peux pas répondre, voilà, tu es foutu. Donc, avec ça, vraiment, aujourd'hui, tu sais, toute chose aussi, c'est pas le début forcément, c'est la fin. C'est la fin. Donc, quand on a vu l'investiture, vraiment, j'étais trop content. Tu vois. Même on a des frères artistes, des frères qui disaient, au lieu de sortir par la grande porte, le président, il est en train d'insister, quand il va sortir par la petite porte. Bon, on a traversé des moments difficiles. En fait, le président Alassane, le problème c'est que c'est devenu comme nos couteaux. Quand ton couteau te blesse, tu es sûr, tu déposes. Parce que quand tu penses qu'il y a des moments où on a traversé là, il a plus traversé ça là, jusqu'à aujourd'hui, il est investi là. Vraiment, on doit dire beaucoup merci à le bon Dieu. Tu as vu? Donc, éclairer, après ça maintenant, c'est que moi je voulais aborder un peu, sinon le gouvernement travaille, vraiment on travaille. Parce que moi le problème c'est qu'il me fatigue sincèrement. Éclairer, ça travaille. Sécurité, on dit il n'y a pas 100%, mais aujourd'hui, sécurité, vraiment, moi, Méité, je n'ai rien à dire sur ça. Mais éclairer, le problème, c'est que la Côte d'Ivoire est très sale, éclairer. Très sale. Quand tu quittes l'aéroport, tu vas traverser, tu vas commencer à traverser le plateau à partir d'Adjamé, non, c'est fini. Même pour vous, mais il y a certains coins, c'est pas la peine. Éclairer, quand tu rentres en ville, c'est même pas la peine même. C'est même pas la peine. Et puis le problème, la base même, c'est les gens, les Maliens, les Nigériens, surtout les commerçants là. Bon, les Burkinabés, eux, ils sont beaucoup dans les choses là. Mais Maliens, même Nigériens là, Niger, ah non, éclairé. Ils s'installent par n'importe où. Il n'y a pas de l'ordre encore, il n'y a pas de l'ordre. Je te dis, il n'y a même pas de l'ordre même. Même en pleine journée, même les gros camions, ils vont rentrer. On ne peut même pas passer. Tu as vu? Vraiment, moi, il y a un désordre qui me dérange trop. Et puis, les garages, dans les pays où nous on vit là, vraiment, mais quand tu vas au pays, tu as mal à la tête. Les garages même là, les voitures gâtées sont garées partout. C'est garé partout. Non seulement il équipe son terrain, il équipe encore la route. Bon, quand il pleut maintenant, plus que la route n'est pas bitumée, tu ne peux même pas passer. Tu as vu? Donc vraiment, moi, je voulais que le gouvernement même, c'est pas ici ça, les caniveaux, et puis
nos goudrons là, je sais pas, à Géroute là, moi je sais pas. S'ils font nos goudrons là, ils n'ont qu'à mettre les passages, les pavés où on va passer. Parce que quand ils ne font pas le bordure, tout goudron est rempli avec le sable. Tu as vu? Et puis, vraiment, moi j'ai pris Dieu que ils n'ont qu'à voir à faire des choses là. Ils n'ont qu'à voir à faire de ces séjours. Parce que les étrangers n'ont pas de limites au pays. Moi, ça me fait trop mal. Nous, on vit à l'étranger, on connaît nos limites. Tu respectes tout. Hein? Mais pourquoi chez nous, comme ça, il y a le désordre? Et puis les gens qui ne nous aiment pas. Hein? Mais au Mali, là, il y a des endroits là, au Mali, là, mais tu ne peux même pas dire le nom du président. J'étais au Mali, tu ne peux même pas dire. Hein? Quand j'ai commencé à parler, il y a un qui m'a sifflé. Il dit, ah, mon frère, ce que tu es en train de dire là, laisse ça. Ils étaient en train de jouer dames. Ils étaient beaucoup comme ça. J'étais avec mon gars, quand j'ai commencé à parler, il m'a sifflé à côté. Il dit, mon frère, il faut laisser ça. Hein. Si tu parles ça ici, ah, tu vas voir la bagarre. Bon, c'est des gens qui investissent chez nous, ils s'installent comment ils veulent, n'importe comment. Tu as vu? Donc vraiment, moi, je veux que le gouvernement n'a qu'à essayer de voir ça. Au moins, les étrangers n'ont qu'à essayer de voir les limites quand même. Hein? Ils n'ont qu'à essayer de voir les limites quand même. Quoi. Là, même là, ça valorise aussi le pays. Bon, quand chacun vient, il s'installe n'importe comment il veut là. Bon, c'est le désordre. C'est le désordre. Il faut qu'on va valoriser un peu le pays quand même. Et puis, la fois passée aussi, je m'arrête là, la fois passée aussi, il y a suivi une émission aussi, Live TV. Bon, on accuse des gens que les gens, ils viennent verser l'eau sur la route, mais c'est pas de leur faute. Hein? S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de caniveau. Hein? Quand tu vois la connaissance de la Côte d'Ivoire et puis tu rentres dans les quartiers, mais c'est pas la peine. Ah, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de caniveau. Moi, elle avait mon bébé. Elle avait mes linges. Mais il va aller verser l'eau là-haut. Il va aller verser sur la route. Tu as vu? Donc vraiment, le gouvernement travaille, mais c'est que ce côté qui ne va pas aussi, comme toi-même éclairé, hein, nous sommes tes élèves. Voilà. Tu es la seule personne, si la toile, on peut taper la poitrine avec toi. Vraiment. Moi, je suis fier de toi. Comme je suis fier de moi-même. Parce qu'un homme qui ne travaille pas, tu vas tendre la main. Une fois que tu tends la main, tu ne peux pas parler la vérité. Tu as vu? Donc, éclairez-moi, c'était ça. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu donne longue vie à le président, comme c'est la voix des militants. Alaka président Soutra, Alaka Ambe Soutra, avec un mandat mitamenen. Alaka Labanye Kadama, Alaka Shin Keneadi, Alaka Ambe Soutra. Merci beaucoup, éclairé. Merci beaucoup, cher père, et merci pour tout ce que vous avez dit. Gros français, là, il n'y a rien dedans. Si tu parles gros français, mais que tu n'arrives pas à toi-même t'aider ou bien à aider, on va à l'école là, c'est pour les autres. C'est pour soi-même d'abord, comprendre comment la vie fonctionne. Quand tu comprends ça là, il faut être capable d'expliquer ça aussi à tes parents. C'est ce travail-là que nous on essaye de faire un peu, pour expliquer certaines choses que les gens veulent compliquer. Si tu vois quelqu'un qui est en train de parler gros français, c'est quelqu'un qui est en train de cacher quelque chose. Sinon là, c'est la même vie là en vit. Si on veut que tout le monde ait un peu de bonheur là, pourquoi ne pas expliquer ça simplement? Est-ce que quand on fait goudron, on ne voit pas? Est-ce qu'on explique ça à quelqu'un? Donc, c'est ça. Toute connaissance qui est utile là, on doit être capable de l'expliquer simplement. Merci pour la reconnaissance du travail qui est fait par nos gouvernants. Aujourd'hui là, à part Félix Houphouët-Boigny, on ne peut pas accuser ce gouvernement là. On va même loin même pour démontrer même que ce gouvernement a plus travaillé que les 51 ans du PDCI. Et ça, c'est avec beaucoup de facilité qu'on le prouve. Mais, ça ne veut pas dire que tout est fini. Il y a des choses à corriger. Sur les factures de la CIE, la compagnie ivoirienne de l'électricité, on prélève des taxes pour le prélèvement des ordures, pour enlever les saletés. L'argent là va où? Parce que, si tu vois dans la vie, on dit il y a problème quelque part là, c'est d'abord l'argent. Quand tu vois dans n'importe quoi, si on dit, ah, on a un grand problème là, c'est l'argent. Mais à partir du moment où on prend l'argent avec les gens, on n'a jamais arrêté de prendre l'argent avec les gens.
Et l'argent l'a dit, c'est pour enlever, pour nettoyer les saletés là. Mais on n'a jamais vu les saletés être nettoyées. Donc, c'est pas mieux, ils vont arrêter de prendre les taxes sur les ordures prélevées. Ou bien, s'ils veulent continuer à prendre, est-ce que c'est normal que notre environnement soit sale? Mais le problème, il a plusieurs niveaux. Chers frères et pères, si tu vois que les Burkinabés viennent salir chez nous là, c'est parce que nous, on a accepté qu'ils viennent salir chez nous. Est-ce que nous-mêmes, on respecte l'environnement? Est-ce que nous-mêmes, on respecte notre environnement? Donc, c'est nos yeux qui les regardent, et puis maintenant, eux, ils essaient maintenant d'aller plus loin que nous. Sinon, les mêmes Burkinabés, tu les mets au Bénin, tu les mets au Ghana, tu les mets au Rwanda, ils ne peuvent pas faire ça. C'est un problème de culture. Il faudra aussi qu'on nous enseigne que c'est nous les hommes là, qu'on soit ivoiriens mais qu'on soit étrangers, qui produisons la saleté. Et quand on produit la saleté, il y a une manière de conserver. Et donc ce problème, il faudrait que les Ivoiriens, on nous éduque sur ça. À partir du moment où on parle de saleté, ça ne doit plus être dans le domaine public, mais ça ne doit plus être n'importe où. Mais comme vous l'avez dit, un quartier où les gens n'ont pas fait de caniveaux, venir accuser les gens pourquoi ils ont versé l'eau sur la route, c'est de l'injustice. Et ça ne fait pas sens. Il faut d'abord faire le caniveau. Si maintenant je viens pour verser l'eau, je saute caniveau pour verser l'eau sur la route, là on peut me condamner. Dans toute société, partout où les gens vivent là, c'est l'État qui est responsable des canalisations. Un individu ne peut pas s'occuper de l'assainissement. Est-ce que l'État joue son rôle pleinement à ce niveau? Je crois que la réponse est non. Et c'est ça aussi qui fait que les gens aussi là creusent les trucs. Aujourd'hui, les trous qu'on creuse là, les fosses septiques là, c'est pas bon. Le gouvernement devrait mettre des bonnes canalisations pour canaliser l'eau sale. Sinon, les eaux usagées là vont descendre dans nos nappes phréatiques. C'est des modèles qui sont dépassés. Est-ce que l'État joue pleinement son rôle à tous ces niveaux? Non. Donc voilà autant de problèmes qui font que chez nous, ce n'est pas propre. Et c'est honteux. Parce que le développement doit aller aussi avec un niveau de propriété. Parce que quand tu vis dans un environnement sale, tu n'es pas protégé des maladies. Et ça, ce n'est pas bon. Et vraiment, merci avec tout ce que vous avez dit et avec le peu que nous avons ajouté. On pense peut-être que les uns et les autres vont s'assumer, que ce soit nous-mêmes la population, que ce soit les dirigeants, pour que vraiment on puisse revenir à la propriété et qu'on puisse donner envie aux autres, parce qu'il n'y a pas de gloire à être vraiment dans la saleté, c'est pas bien. Voilà un peu ce que j'aurais pu ajouter. Ok. Merci beaucoup, éclairé. Merci beaucoup. Donc, vous passez une excellente journée et bien des choses à toute la famille. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour chère mère, comment allez-vous? Bonjour mon éclaireur, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Je vous ai pris en retard. Il n'y a pas de problème. Bonjour les Chao, bonjour les Mao. Vraiment éclaireur, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Et arrivé à un certain moment, il faut faire une pause et se dire merci. Merci depuis 2019. Merci pour l'élection du président Alassane Ouattara. Merci aux Chao, merci aux Mao. Et clairement, ma problématique, c'est sur la démocratie aujourd'hui. Et clairement, ma question, est-ce qu'il ne faudrait pas adapter la démocratie qu'on connaît, la démocratie occidentale, à nos réalités africaines? 5 ans, c'est peu pour une nation.
et pour nos jeunes nations. Merci. Merci beaucoup, chère mère. La question, elle est profonde. Si on veut l'aborder sincèrement dans son fond, la démocratie a été toujours définie en fonction des réalités du terrain. Parce que c'est en fonction du niveau d'évolution et des habitus. Je n'ai pas dit des habitudes. Je dis des habitus TUS d'un peuple qu'on va adapter la politique générale. Si tu vas en Arabie Saoudite, tu leur demandes, eux sont dans un système de royauté, mais si tu leur demandes, est-ce que vous êtes des démocrates, ils vont vous dire, nous sommes des démocrates, parce qu'on permet aux gens de parler, parce qu'on a des groupes, on a des clans, ce sont ces clans-là qui décident et on apporte nos avis. En réalité, chaque peuple, il y a une manière qui lui va de se gérer. Et tant que cette méthode-là marche pour ce peuple-là, il n'y a pas de problème. Regardez les Chinois, par exemple. Même jusqu'à aujourd'hui, on dit le parti communiste chinois. Or, dans le communisme, on ne doit pas faire du libéralisme économique qu'on appelle le capitalisme. Mais regardez aujourd'hui, ils ont pu transformer la Chine dans un premier temps. Ils ont fait de la Chine l'usine du monde. Et aujourd'hui, avec le corona, tout le monde a compris. La Chine, en plus d'être l'usine du monde, ils sont devenus ceux qui se sont accaparés d'une partie de la marchandise mondiale. Et aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, en voulant imposer des taxes douanières, les États-Unis se sont tirés une balle dans le pied. Le niveau de la vie est devenu extrêmement cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine a réussi sa politique en devenant indispensable dans le commerce international. Mais si la Chine s'était bornée au communisme pur et dur, sans chercher à faire des changements à l'intérieur, la Chine serait un État fermé sur lui-même dans une politique qui ne marche pas ou même qui marche à peine dans la réalité mondiale. Et donc, il en est ainsi pour toute forme de politique. Ce n'est pas le nom qu'on entend là. Ce n'est pas le nom qui vient changer votre pays. Ce sont les hommes qui utilisent ce système et qui l'adaptent en fonction des réalités de leur pays. Donc lorsqu'on parle de démocratie, ça demande un certain nombre de comportements. Il faut mettre des lois. Il faudrait que ceux qui sont les populations respectent ces lois, ainsi que les politiciens. Il faudrait que le peuple puisse s'exprimer. Ça, c'est vraiment le minimum. Et la transparence dans la gouvernance. Mais il y a combien qui veulent faire cela? Le problème n'est pas la démocratie elle-même. Parce que regardez un monsieur comme Alassane Ouattara, depuis qu'il est là, on n'entend plus qu'il y a des journalistes qui sont canardés. On nous rend compte sur la gestion publique. Et on voit le développement. Et on voit un effort de bonne gestion qui est sanctionné par le monde. Tout le monde donne son avis. On voit que la Côte d'Ivoire devient un pays fréquentable avec un partenariat à travers le monde. Est-ce que c'est la démocratie qui s'est subitement ressuscitée et qui fait ça? Parce que c'est la démocratie? Non. C'est la volonté d'un homme. C'est la vision d'un homme. Mais bien avant lui, il y a un certain individu qui disait que lui, il est le père de la démocratie. Mais qui, à celui-là même, n'est pas capable d'accepter que des gens partent à des élections et d'accepter ce résultat. Est-ce qu'on peut parler d'une démocratie si ceux qui disent que eux, ils sont les représentants de cette démocratie-là, mais eux-mêmes ne respectent pas le verdict des urnes? C'est un sabotage à la démocratie elle-même. Et donc, certes, il faut améliorer les conditions de sa démocratie, mais il faut d'abord choisir les bonnes personnes qui peuvent incarner des valeurs, qui peuvent propulser la société. Et le problème, c'est d'abord avec les hommes, surtout les politiciens qui animent la scène politique. C'est en eux qu'il faut inculquer des valeurs fortes et leur faire comprendre que la politique, ce n'est pas seulement dans les mots vides, mais c'est dans les actes qu'on va vous juger. Et dans ces actes, il faudrait qu'on retrouve la volonté de vouloir
d'avoir une vision et de poser des actes concrets. Sinon, c'est une perte de temps. Et donc, voilà un peu ce que j'aurais pu dire. Ok, Clara, c'est vrai, vous avez répondu en partie. Moi, ce que je voyais, la démocratie occidentale n'est pas adaptée à nos jeunes nations. Un président comme le docteur Alassane Ouattara, moi, ces 20 années-là sont tellement vite passées. Et Clara, je regrette même déjà le président. Je me dis que si notre démocratie pouvait s'adapter à des leaders comme cela, quelqu'un qui travaille bien, est-ce qu'on est obligé de faire seulement 5 ans pour développer une nation? 5 ans, en 5 ans, on ne peut pas faire. On ne peut rien faire. Donc, c'est par rapport à ça, moi, je voulais vraiment diriger ma réflexion. Non, parce que oui. Non, finissez. Parce que nos réalités ne sont pas celles de l'Occident. L'Occident, ils sont déjà développés. Attends-nous, on en a encore besoin. On demande, on en redemande et on demande beaucoup. C'est ça le problème. Merci. Je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, mais c'est pourquoi j'ai dit que les lois sont faites par les hommes et pour les hommes. Ça veut dire que ce sont les hommes qui peuvent adapter leurs lois en fonction de leur réalité. Effectivement, sur cette question-là, à ceux qui disent que il faut l'alternance pour l'alternance, nous répondrons non. Nous ne sommes pas dans les mêmes standards que les pays européens. Nous sommes d'accord pour cela. Mais en même temps, quand on se donne des lois, la beauté des lois aussi, c'est être capable de les respecter. Cher maire, c'est en 5 ans que Alassane Ouattara, dans son premier mandat, il a mis les socles de son développement. Dans le deuxième, il en a fait, et ainsi de suite. Tant que quelqu'un aura de la vision et sera porté à envoyer quelque chose de positif à sa société, il peut le faire dans le temps qui lui convient. Et c'est pourquoi on a les instruments. Si le peuple lui-même, il estime qu'on veut qu'il y ait continuité, c'est au peuple de décider, comme ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire en 2025. En demandant au président de se représenter. Donc, tout est une question d'adaptation sur le terrain. Si quelqu'un travaille bien et que le peuple se sent solidaire de cette personne, le peuple là ne va pas cacher ce qu'il pense. Le peuple va le dire et exiger. Sinon, en 2025, le président n'avait pas voulu se présenter. Mais les gens lui ont dit non. Voilà les craintes que nous avons en matière de sécurité. Et pour le travail que vous avez commencé, il serait insultant qu'on ne puisse pas les terminer. Et si vous n'êtes pas là pour terminer, demain, d'autres viendront et vont dire, on n'a pas pu terminer parce que ce n'est pas nous qui avons initié, etc., etc. Donc le peuple aussi a son mot à dire. Et les dirigeants doivent écouter le peuple. Et si ce que le peuple dit est juste, allez avec. Parce que la thématique que vous posez aussi revient dans son fond, si je vous comprends bien. Est-ce qu'il ne faut pas changer les 5 ans? Là, je ne suis pas d'accord. Parce que si on doit chaque fois changer nos lois, les lois n'auront plus d'importance. Or, une loi, elle est utile quand on arrive à la maintenir pour voir ses effets dans la société aussi. Il ne faut pas aussi oublier ce côté-là. Donc, je laisse la parole pour l'instant. Je veux qu'on approfondisse. Si peut-être vous avez quelque chose à dire, on peut essayer de toujours continuer. Ok. En fait, moi, ma vision, c'est pas que de changer les 5 ans. Je me dis, par exemple, quand un président fait ses 2 mandats, on n'est pas obligé de limiter les mandats, en fait. Si on trouve que le président, il a travaillé, on n'est pas obligé d'aller en référendum. Parce que c'est le peuple qui décide. Si le peuple décide que le président ne nous arrange pas, en un seul mandat, on le vire. Ça, c'est clair. Maintenant, la personne qui va venir, nous, en tout cas, on sait que le pouvoir restera au RHDP et on sera toujours dans la continuité. Que le président soit là ou pas, c'est un de ses poulains qui sera là. Mais nos réalités ne sont pas celles de l'Europe, de la démocratie occidentale. C'est ce que je voulais dire. Merci. Sinon, c'est compris. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, chère mère. Et que la grâce divine soit avec nous.
Merci éclaireur. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci au Chao et au Mao. Et toutes mes condoléances à la maman Marion Savané. On ira la voir. Merci pour tout. Merci infiniment à vous et excellente soirée. Merci. Je vous en prie. Allô? Bonjour le grand maître, comment allez-vous? Oui, bonjour mon grand-oncle, ça va très bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. D'accord, ok. Grand maître, merci beaucoup. J'aimerais rebondir sur ce que la mère a dit, c'est très très intéressant, la mère Binette que je salue au passage. Moi j'aimerais dire, ajouter mon point de vue là-dessus, si tu me le permets. Il n'y a pas de problème. D'accord. En fait, c'est simplement pour dire que souvent on a tendance en Afrique à confondre l'alternance et la démocratie. L'alternance n'est pas la démocratie. Voilà, parce que on peut s'arranger, faire un jeu de chaises musicales en mettant tout le temps tous les présidents juste après 2 ou 2 mandats, mais ça va rien changer. Ça ne va rien changer si c'est pas des hommes qui connaissent vraiment, qui sont faits pour ce métier et qui savent ce que c'est que le rôle et le devoir qui leur incombe. C'est un peu ça. Donc, arrêtons de comparer une alternance au pouvoir et la démocratie. La démocratie, par exemple, c'est apporter des besoins nécessaires à ces populations. C'est apporter la sécurité, créer des conditions et des moyens pour que le pays et les infrastructures soient présents. Et puis que le peuple même sente vraiment un certain développement économique, un certain développement d'éducation. Mais si maintenant on laisse tout ça et qu'on fait comme par exemple dans les pays comme au Sénégal où on a forcé un peu à travers du populisme à créer des conditions pour faire pour mettre des jeunes au pouvoir. Aujourd'hui on voit ce qui se passe. Donc pour moi c'est vraiment un faux problème quoi. Là, au lieu de dire que oui non, je vois d'autres qui se plaignent. Oui, tel n'est pas un démocrate, tel n'est pas un démocrate. Il est au pouvoir, il est là, il a fait tel nombre de mandats. Mais on juge ses mandats, le nombre de ses mandats par rapport à ce qu'il a posé comme action. Et c'est le cas, l'exemple typique, c'est celui du président Ouattara. Aujourd'hui, même ceux qui disent que il a fait plusieurs mandats. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion et ils n'ont pas pu le faire. Sinon, tant que le pays est stable, tant que les gens sont en sécurité, mais écoutez, il n'y a pas meilleure démocratie que ça. Et je le dis souvent, le peuple a besoin, comme on dit, le bonheur intérieur brut. C'est ce que le peuple veut. C'est-à-dire que le peuple soit heureux, même si tout n'est pas parfait, que le peuple soit heureux. Mais c'est ça la réelle démocratie. Donc vraiment, il faut qu'on arrête de tromper les gens, de tromper l'opinion à travers des apôtres du malheur qui pour eux, quand ils sont pas au pouvoir, il n'y a pas de démocratie et que c'est uniquement que quand ils sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Et merci hier pour ton texte, pour ton analyse sur la justice des vainqueurs. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. C'est comme si tu avais creusé dans ma pensée. Et il y a vraiment nulle part au monde, on a vu cela, des vaincus qui font la justice. Bon, ces gens-là, en fait, ils sont de mauvaise foi. Et c'est aussi une façon de cacher leur incapacité, comment ça s'appelle, leur médiocrité. Et il faut vraiment qu'ils se donnent un peu de comment il s'appelle, un peu de raison ou un peu de conscience en disant que oui, c'est la justice des vainqueurs. Mais tu l'as tellement bien illustré hier. Mais moi, je dis que celui qui se plaint, qui est en politique, qui a le pouvoir, qui se plaint après avoir perdu le pouvoir, c'est un faible. C'est quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur. Sinon, un vrai homme, quand il sait qu'il a fait son travail, il ne se plaint pas. Voilà ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup, mon grand homme. Je m'arrête là si tu as quelque chose à rajouter.
Vraiment, merci beaucoup le grand maître. Merci encore d'être venu en appui. Et effectivement, c'est ça. Hein. Quelle que soit la définition qu'on donnerait à la politique, il faut la définir de la manière la plus simple. Comment on fait pour créer le maximum de bonheur possible? Parce qu'en réalité, le bonheur est la seule fin de l'action humaine. Ça veut dire, quelles que soient les actions que nous faisons là, à la fin là, si tu ne gagnes pas de bonheur dedans là, c'est que c'est zéro. Et tout gouvernement qui vient et qui est incapable de faire la promotion du bonheur est un gouvernement qui n'est pas utile. Parce que c'est à partir de ce bonheur-là, de cette utilité-là, qu'on peut juger la conduite humaine. Et c'est à travers même le bonheur qu'on va aussi juger le critère même de la moralité d'un peuple. Parce qu'un peuple qui n'est pas à l'aise, un peuple qui n'est pas dans de bonnes conditions, est-ce que ce peuple-là peut bien se comporter? Regardez les gens de l'état de l'AES, demandez-vous pourquoi ils se comportent comme ça. Il y a un penseur utilitariste qu'on appelle Stuart Mills. Quand vous lisez là-bas, vous comprenez très bien. Lui part sur le principe que pour qu'un peuple ait un niveau de moralité bien calibré, il faudrait que vraiment il y ait d'abord les conditions du bonheur qui vont avec. Parce que ne demandez pas comment un misérable pense. Il pense négativement. Mais quelqu'un qui est déjà dans un bonheur relatif essaie d'améliorer même sa manière de penser, sa moralité. Et donc à la vérité. La seule fin de toute action humaine, l'objectif de toute action humaine, là, si tu fais quelque chose et puis ça ne te donne pas de bonheur, il faut quitter dedans. Parce que c'est non seulement une perte de temps, mais ça sera même source de malheur pour toi. Et c'est par cela que on peut juger un homme politique. Si c'est pour venir bavarder, venir crier, venir chaque fois nous faire du perpétuel recommencement, c'est une perte de temps. Sinon, ceux qui sont capables disent, voilà ce que j'ai pu apporter à la société, voilà où vous pouvez nous juger, et voilà comment nous voulons être jugés par nos faits, et ce qu'on a pu apporter en termes de bonheur. Vraiment, merci à vous-même. Merci encore d'être revenu sur cette question-là. Et parce que les changements de régime, qu'on appellerait ici alternance, c'est de la poudre aux yeux. Il faut plutôt former les hommes pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient à la hauteur des défis que nous devons relever. Et la problématique se pose aujourd'hui avec le régime actuel en Côte d'Ivoire. Que nous changions les mandats ou que nous trouvions les 5 ans petits, c'est pour rebondir sur la question de la mer, ou bien que nous essayons de faire l'alternance. Si ces gens-là ne sont pas formés pour créer du bonheur, comme je le disais en fonction de la théorie de Max Weber, pour maximiser le bonheur en société, c'est zéro. C'est sur l'homme qu'il faut miser. Et c'est l'homme qu'il faut former à être un outil, à être un instrument qui peut créer le maximum de bonheur. Faisons la concurrence. Ceux qui disent qu'ils veulent faire de la politique, faisons de la concurrence en disant, moi j'ai fait plus que Ouattara. En disant, Ouattara a fait plus que Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que créer plus de bonheur pour la population. Moi je pense que c'est dans cela qu'on pourra retrouver le vrai sens de notre démocratie en Afrique. Mais aller enlever un intellectuel qui était lui-même un intellectuel défaillant, quand un militaire incapable vient se mettre à la tête du pays, on ne fait qu'augmenter le niveau de la misère de nos peuples. Donc le vrai problème, comme je le disais, c'est d'abord les hommes. Est-ce qu'on a les hommes qui comprennent et qui sont qualifiés à la tâche? Est-ce qu'on a les hommes qui ont en eux la volonté de vouloir faire bouger les choses positivement? Voilà toute la question de l'Afrique.
Maintenant, pour cacher toutes ces vraies questions, les gens viennent avec une solution simple. Panafricanisme, changement des régimes, alternance, c'est le problème sur la démocratie. Le problème n'est aucunement ces facteurs-là. Le problème n'est pas les 5 ans, les 10 ans. Si la constitution que le peuple a décidé dit que c'est 5 ans, ça sera 5 ans. Et tu ne pourras faire que ce que tu peux en tant qu'un homme dans les 5 ans. Et quand tu as travaillé là, les gens voient. 5 ans, ce n'est peut-être pas beaucoup. Mais si tu es du côté de ceux qui n'aiment pas celui qui est au pouvoir, 5 ans, c'est long. Et si tu fais 10 ans, c'est encore plus long. Et donc, si tu arrives à réaliser tes objectifs en 10 ans ou en 5 ans, le peuple lui-même va voir. Mais si tu as été incapable de réaliser ne serait-ce qu'un minimum de bonheur pour le peuple, en 5 ans ou 10 ans, le peuple va trouver cela extrêmement long. Pourquoi ne pas donc revenir à la question fondamentale, mettre les vrais hommes à la bonne place pour avoir le bon résultat? Et qu'est-ce que j'appelle ici les bons hommes? Ce ne sont pas des hommes gentils. Ce sont des hommes qui ont cette volonté de vouloir matérialiser, de mettre ce qu'ils pensent là, de mettre ça au grand jour. Comme par exemple, voilà comment je veux que mon pays soit. Ils prennent leur politique, même si c'est en 5 ans ou en 10 ans, ils essayent de faire ce qui était dans leur esprit. Et c'est le peuple qui va juger. Et comme ça, on verra que le problème, ce n'est pas encore la démocratie. La démocratie n'est qu'un mot, n'est qu'un système. Mais c'est à nous de l'adapter. Mais on ne peut jamais adapter aussi la démocratie si on n'a pas une vision. Parce que on a vu des pays se développer sans la démocratie. Les pays arabes là, tout le monde, parce que le mot démocratie sonne bien, on aime à le dire. Mais vous allez me dire qu'il y a la démocratie en Arabie Saoudite. Vous allez me dire qu'il y a la démocratie au Koweït. Je ne crois pas. Vous allez me dire qu'il y a la démocratie en Iran. Vous allez me dire qu'il y a la démocratie en Chine. Mais pourtant, tous ces pays-là sont développés. C'est parce qu'il y a eu des hommes de vision. Mao Tse-tung n'était pas un démocrate, mais il a fait développer la Chine. Les mollahs de l'Iran gèrent en fonction d'un système religieux, mais ils font développer leur pays pour devenir aujourd'hui des gens qui combattent pour plus de bonheur pour leur peuple sur la scène internationale, jusqu'à même à devenir une menace internationale. Les wahhabites qui sont en Arabie Saoudite, ou bien dans le Koweït ou au Qatar, allez pas leur parler de démocratie. Mais ils ont eu cette vision-là de vouloir développer le désert pour en faire quelque chose qui attire aujourd'hui. On va à Dubaï. Il faut des hommes de vision. Et il faudrait que nos sociétés africaines, on apprenne à comprendre cela. Que quand tu décides de diriger la masse, c'est que tu dois avoir une idée et une vision que tu dois mettre en place. Et c'est le peuple là qui va juger ça dans son quotidien. Et c'est lui seul qui pourra en être le juge. Donc voilà ce que j'aurais pu ajouter sur cette thématique. Et le grand maître, merci à vous. Merci encore de par votre présence. C'est ici que va prendre fin le direct de ce jour. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour participer à l'émission. Cher grand maître, on va vous laisser nous faire la conclusion. Je ne sais pas si le grand maître Yann est là. On allait vous demander de nous... Merci beaucoup mon grand-oncle. Moi j'aimerais dire à tous les EPV, laissons les politiciens égarés là, les pleurnichards. Oui, grand maître, oui, je suis en train de répondre. Hein. Allô? Oui, allô? On vous écoute. Allô mon grand-oncle, allô? Oui, moi j'avais commencé à faire la conclusion, je ne sais pas si je me fais entendre. Allô? On vous entend, vous pouvez parler. Ok. Donc je disais que je dis merci vraiment à mon grand-oncle.
Et je dis aussi aux gens de ne pas faire attention aux politiciens qui ont tout perdu et qui ne se basent que sur, comment ils s'appellent, qui ne se basent sur leurs reliques et leurs regrets pour devenir plus aigris. Cela, un politicien qui se plaint ne peut rien apporter à son peuple. Voilà ce que j'aimerais dire. Restons focus sur notre développement, sur l'avenir de nos enfants pour une Côte d'Ivoire meilleure. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Ouattara, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Merci beaucoup, le grand maître. Que Dieu accepte toutes les prières et que la grâce de Dieu demeure à chacun. Excellente soirée à tous et on se retrouve à demain. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.